Les améliorations enregistrées depuis l'an 2000 dans la lutte contre le travail des enfants sont menacées aujourd'hui avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Comment sauvegarder les acquis? Avec quelle stratégie? On en parle dans votre émission. Et nous de ce jour avec Cléophas Mali, directeur exécutif de WAO Afrique. Bonjour. Bonjour. WAO Afrique se porte bien? On se porte bien, comme toute autre organisation. Pourquoi aujourd'hui vous alertez sur les conséquences de la Covid-19 sur les enfants? D'abord, je vais dire un petit coucou à tous les enfants travailleurs dans le monde et tous les enfants en général. Et en revenant à votre question, je peux vous dire à tout le monde, avec cette situation de coronavirus, tout le monde sait qu'il y a un impact dans tous les comportements de la société. Et pourquoi pas encore sur les groupes vulnérables tels que les enfants travailleurs. C'est ça qui est un peu dangereux. Et surtout, c'est un groupe marginalisé, un groupe très souvent oublié ou un groupe vraiment invisible. Raison pour laquelle nous devons alerter, nous devons crier, nous devons sensibiliser, nous devons faire le plaidoyer pour que quiconque s'occupe de cette situation puisse prendre le taureau par les cornes. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui contraint ces millions d'enfants à travailler? Vous savez, disons d'abord, c'est parce qu'ils doivent travailler plus. Ceux qui même sont là doivent travailler plus dans la mesure où tout est stoppé. Et vous savez, eux, ils vivent au quotidien. Et si aujourd'hui, les bonnes femmes du marché ne vont pas au marché, les gens ne vont pas directement au marché pour aller acheter, pour qu'eux ils transportent. Si je parle du terme des portefeuilles, ils auront des difficultés, ils n'ont personne. Donc, ils peuvent, moi j'ai vu déjà des enfants qui courent de marché en marché, parce que si tel marché n'est pas animé aujourd'hui, ils sont obligés d'aller ailleurs. Donc, ils doivent travailler 2 ou 3 fois. Et prenons le cas des enfants dans les milieux ruraux. Ça, c'est encore plus dur. Parce que la situation ne permet pas à leurs parents de les prendre encore plus en charge, parce qu'eux-mêmes, ils ont des difficultés. Raison pour laquelle vous voyez plutôt, si c'est que vraiment on n'avait pas limité les déplacements, vous allez voir un très grand nombre d'enfants travailleurs quitter les milieux ruraux pour venir envahir les villes. Mais même dans leur propre localité aujourd'hui, au moins pour aller au champ, ils sont obligés, ce qu'ils ne faisaient pas avant, avec notre sensibilisation, de dire de ne plus porter des charges lourdes, des tas de trucs qu'ils ne devaient plus faire. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire, ils sont obligés de le faire pour pouvoir trouver quelque chose pour manger. Donc c'est ça, là où nous déplorons toute la situation et nous disons que cette pandémie est venue vraiment détruire presque tout ce que nous avons pris des années. Je ne dis pas la WAO seul, avec d'autres partenaires. Les organisations, les gouvernements, tout ça. Tout le monde a travaillé pour faire diminuer le nombre des enfants travailleurs dans le monde. Mais malheureusement, cette pandémie est venue presque comme une tornade. Tu as construit, c'est un exemple que je donne, une image, tu es en train de construire une maison. Tu es en train de finir, et puis la tornade est venue enlever une grande partie. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que cette tornade-là n'enlève pas tout ce que vous avez eu comme acquis? Oui, d'abord il faut renforcer ce qu'on faisait avant, surtout dans le domaine de la sensibilisation. Parce que tout ce qu'on peut d'abord faire, c'est de dire plutôt aux gens de ne pas exploiter les enfants dans la situation dans laquelle nous vivons. Parce que les gens peuvent aussi, il y a des personnages véreux qui peuvent profiter de cette situation et mieux encore exploiter les enfants. Donc, nous sommes en train de faire de la sensibilisation. Et nous disons aussi au gouvernement d'effectuer, de ne pas oublier ces catégories d'enfants. D'habitude, on les oublie, des fois. Mais dans cette situation, je crois que la majorité même des enfants doivent devenir une priorité des gouvernements, et surtout en Afrique. En quel sens? Je dis priorité parce que c'est des personnes vulnérables qui vont être encore vulnérables. Être 2 fois vulnérable, vous voyez ce que ça peut engendrer. Si ces enfants trouvaient seulement 100 francs par jour pour vivre, et qu'aujourd'hui, par exemple, les gens ne travaillent plus bien, les gens ne vont plus suffisamment au marché, les marchés ne marchent plus comme avant, et ils gagnent moins,
Vous voyez, et les gens vont encore profiter pour ne pas bien les payer. Donc c'est là où nous sommes obligés de continuer à appeler la bonne volonté. Parce qu'aujourd'hui, même les bonnes femmes des marchés, par exemple, si je prends le cas de l'eau, ont compris le travail que nous faisons. Il y a des femmes décidées, déterminées, qui aident ces enfants dans les marchés, qui les défendent. Mais malheureusement, avec le coronavirus, ces personnes-là même ne viennent pas régulièrement au marché. Donc ces enfants sont encore laissés à eux-mêmes. Et donc, nous sommes obligés de beaucoup travailler. C'est pour ça, tout récemment, si vous avez bien suivi, nous avons dû appeler une catégorie d'enfants à qui nous avons offert des vivres. Parce que nous nous disons, comme ils ne trouvent plus à manger, le danger qui est là, c'est qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans le trafic. Parce que les gens peuvent venir profiter de cette situation pour les emmener ailleurs. Même si on nous dit que les frontières sont fermées, les gens savent que nos frontières sont poreuses. Puisque aujourd'hui, les autorités pensent à une réouverture de ces frontières terrestres. Même fermées, il y a toujours des passages. Les gens payent. Bon, je ne veux pas dire à qui on paye, mais je vous dis, les gens payent pour traverser les frontières. Et on peut profiter pour prendre des enfants du Togo, par exemple, pour emmener au Bénin, pour emmener au Nigeria, et pourquoi pas au Ghana, au Gabon, etc. Alors aujourd'hui, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir contenir, on va dire, les conséquences que la COVID-19 a sur les enfants? D'abord, pour le cas du Togo que je maîtrise bien, je dis que le gouvernement a fait un effort vers les populations les plus vulnérables. Les adultes à qui on donne 12 000 pour les femmes et 6 000 pour les hommes. C'était le programme Novici, suspendu, mais qui est en train de Novici aurait pu d'abord prendre en considération les jeunes enfants travailleurs également. Malheureusement, ils n'y sont pas dedans. Parce que ce sont des enfants qui n'ont pas l'âge de voter et qui n'ont pas la carte d'électeur. Mais vous luttez contre le travail des enfants. Maintenant, pourquoi les autorités doivent accompagner les enfants qui travaillent? Oui. Écoutez, les choses ont un peu changé. Nous luttons contre le travail des enfants, mais nous ne luttons pas contre le travail des jeunes. Parce qu'il y a enfants et il y a jeunes. Et enfants moins de 18 ans. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous mettons les deux ensemble. Il faut voir, il y a une certaine réalité. Quel que soit ce que nous disons, les enfants, il y a d'autres qui continuent à travailler. On ne peut pas les oublier. Nous luttons pour extraire les enfants du travail, mais nous disons que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va supprimer totalement le travail des enfants. Donc ceux qui sont actuellement en train de travailler, c'est à eux que je dis que le gouvernement doit les prendre en considération. Parce qu'il ne faut pas pratiquer la politique de l'autruche. Les enfants sont en train de travailler sous nos yeux. C'est vrai que nous essayons d'enlever un certain nombre. Mais s'ils sont, disons, 100 000 au Togo, nous n'allons pas un bâton magique ou juste par la magie enlever les 100 000. Même si on enlève les 100 000, qu'est-ce que nous avons concrètement pour leur proposer? C'est pour ça que nous y allons petit à petit. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie aujourd'hui qui, au fond, continue à travailler et que normalement nos États doivent les prendre en considération dans toute politique d'aide, comme ce que le gouvernement togolais fait ici avec le programme Novici. Je reviens toujours à ma question sur la lutte que vous menez contre le travail des enfants, mais qu'on retrouve aujourd'hui les enfants toujours dans les marchés, dans les plantations, dans les champs et autres. Aujourd'hui, vous ne pensez pas que votre lutte menée depuis plus de 20 ans n'est pas assez suffisante? Nous ne pouvons pas. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et ce n'est pas la WAO seule. Quand vous prenez même nous parlons d'une façon générale. Oui, quand nous prenons le BIT, nous prenons les organisations de lutte contre le travail des enfants. Tout le monde fait des efforts. Mais tant que le monde existera, tant que la pauvreté existera, tant que les enfants n'auront pas la possibilité d'être maintenus à l'école jusqu'au bout, quand il y aura des out children, comme on dit en anglais, le système de travail des enfants ne va pas diminuer à 100%, ne va pas disparaître totalement. Et nous devons faire avec. C'est comme aujourd'hui, les gens vous disent qu'avec le coronavirus, nous sommes dans une situation où nous finirons par vivre avec, comme on vit avec aujourd'hui, avec le sida. C'est-à-dire que croire que nous allons du jour au lendemain, on a donné des années, mais chaque fois, le problème demeure. Parce c'est pas un problème
qu'on peut traiter juste en une année ou en 10 ans. Le nombre, tant que les situations qui font que les enfants vont précocement au travail n'auraient pas disparu. La pauvreté. Le fait que tous les enfants n'ont pas accès à l'éducation. La pauvreté des parents, etc., etc. Et tant qu'il y aura aussi des demandeurs, c'est ça aussi le problème. Tant qu'il y aura des demandeurs d'enfants travailleurs, ce problème existera. Il y a toujours la demande. Dès qu'il y a la demande, il y a l'offre. Comment agir aujourd'hui sur la demande? Parce que c'est sur la demande que nous allons faire et qu'il n'y aura plus d'offres. Et quel travail vous faites sur la demande? Tout ce que nous nous disons, c'est que les gouvernements doivent tout faire pour avoir des lois et que l'impunité zéro soit là. Parce que si on ne punit pas, si la loi n'est pas appliquée, aujourd'hui il y a une loi qui interdit le travail des enfants. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui concrètement on fait sur ceux qui utilisent les enfants? Si je prends le cas des enfants domestiques, ils existent. Mais est-ce que l'État ne sait pas? Les gens savent que les enfants travaillent. Mais aujourd'hui, par exemple, au Togo, les inspecteurs n'ont pas le droit d'aller dans une maison. On dit que ce sont des domiciles privés. Or, c'est là où les enfants travaillent. Donc, il faut changer les lois. Il faut faire en sorte que les lois soient appliquées à tout le monde. Parce que moi, je dis que c'est l'impunité qui encourage. Mais aussi, il faut faire attention parce que si on punit, on risque aussi finalement d'avoir des enfants qui vont travailler dans le noir. Et c'est ça encore le plus dangereux. Ils deviendront plus invisibles et c'est là encore il y aura plus d'exploitation. Donc ce qu'il faut, c'est d'arriver à sensibiliser ceux qui pensent toujours utiliser la main-d'œuvre infantile qui est moins chère, de ne pas le faire parce que ce n'est pas l'avantage d'eux-mêmes. Parce qu'un tout petit enfant ne peut pas vous faire ce que, par exemple, un jeune homme de 20 ans ou de 22 ans pourra vous faire. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Et que les gens aient la bonne volonté de ne pas vouloir exploiter les enfants. De se mettre à la place de ces enfants si c'était leurs propres enfants. Est-ce qu'ils aimeraient exploiter leurs propres enfants? Non. Ça, c'est ça, nos plaidoyers, nos sensibilisations, pour que vraiment la situation puisse diminuer dans nos pays. Mais il faut, sincèrement parlant, que les gouvernements, c'est leur devoir, ce n'est pas le devoir des organisations, c'est le devoir des autorités de ce pays ou de l'Afrique de faire un effort pour une meilleure protection de ces enfants-là. Est-ce que les législations adoptées dans les États, par exemple au Togo, sont suffisamment verrouillées? C'est vrai, c'est verrouillé, ça je tiens à vous le dire, mais seulement c'est qu'il n'y a aucun effort de voir si on l'applique convenablement. Les lois sont là. Je vais vous dire, surtout notre pays, le Togo, est champion dans la ratification des conventions, dans la mise en place des lois. Ça, c'est vrai. Mais c'est l'applicabilité. Si on ne comprend pas pourquoi on peut mettre des lois, mais on ne met pas les moyens à disposition de ceux qui sont là pour appliquer. Moi, j'ai toujours discuté avec les gens de la police, les gens des affaires sociales, tous ceux qui les jugent, tous ceux qui sont chargés de faire appliquer nos lois dans ce pays. C'est difficile, ce n'est pas au Togo seul, c'est ça le problème. C'est une situation générale, mais je crois qu'il faut une fois que les autorités de nos pays décident vraiment que quand ils votent une loi, il faut réellement appliquer la loi. Mettre les moyens à disposition de ceux qui sont chargés d'appliquer ces lois. Comment vous les amenez à pouvoir mettre ces moyens à disposition de ceux qui doivent l'appliquer? C'est sensibiliser et ensuite faire un plaidoyer pour que le gouvernement augmente les moyens budgétaires des institutions chargées d'appliquer les lois. Parce que si un inspecteur doit contrôler votre zone ici, et s'il va aller à pied, est-ce que vous pouvez me dire le nombre de maisons qui existent dans ce quartier? En combien d'années il va visiter toutes les maisons? Et encore que s'il prend aujourd'hui, il sauve un enfant ici, demain il revient. Donc il doit faire le tour. Donc ça veut dire que cet inspecteur n'a pas les moyens. Et aussi d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout pour le cas des enfants domestiques, il faut que la loi permette à l'inspecteur du travail d'aller dans les domiciles. Les domiciles privés. Des domiciles privés. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons le cas des entreprises, un effort a été fait. Les inspecteurs, il n'y a pas une société vraiment officielle, formelle,
dans lesquels vous trouverez des tout petits enfants en train de travailler au Togo. Ça, ce n'est pas pour défendre le régime. Mais dans C'est les une champs, réalité. dans les plantations, on trouve les enfants. Oui, on trouve les enfants, mais l'État n'est pas là. L'inspecteur du travail n'est pas dans mon village. C'est qu'il faut peut-être donner un pouvoir aux chefs, sensibiliser les acteurs qui sont, par exemple, le comité de villageois de développement, etc., de leur donner un tout petit peu de pouvoir pour qu'ils puissent intervenir lorsqu'ils voient que quelqu'un exploite les enfants. Et à ce niveau, il faudrait que les communes jouent alors là leur Maintenant, nous avons rôle. une chance qu'il y a des communes au Togo, ce que nous appelons de tous nos voeux depuis des années. Maintenant, il nous appartient d'abord de travailler d'abord avec ces communes, de les sensibiliser pour que les communes aient des budgets aujourd'hui destinés à la protection des enfants. Moi, je crois que la solution passe par là. D'abord, il faut que les communes aient les moyens aussi. Parce que je crains pour certaines communes qu'il n'y a pas quelque chose qui apporte beaucoup de sous. Un budget conséquent. C'est dans ces villages, dans ces milieux-là, que le travail des enfants est criard. Mais s'ils n'ont pas les moyens, il sera difficile pour eux de jouer le rôle que nous attendons d'eux. On espère que les communes, ce n'est pas qui sont mis en place juste pour le plaisir de dire qu'on a des communes, mais que les communes auront de plein pouvoir pour travailler et nous pourrions quand même jouer le rôle, travailler de pair avec ces institutions, ces communes, pour que nous puissions travailler, qu'ils mettent comme l'une de leurs priorités aussi la lutte contre le travail des enfants. Vous êtes sur Web Radio Djena dans votre émission Et nous. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le travail des enfants. On va dire que la lutte qui prend un coup avec la crise sanitaire liée au coronavirus. Nous sommes avec Cléophas Mali, le directeur exécutif de WAO Afrique. Je suis Edwige Pedo. Alors, directeur, on va revenir sur aujourd'hui les emplois dangereux qui sont en augmentation chez les enfants. Est-ce qu'on peut comprendre quels sont les différents emplois que vous considérez comme dangereux pour les enfants? Je suis content que vous me posiez cette question. Le gouvernement même vient de réactualiser la liste des emplois dangereux. Je ne peux pas tout lister ici tout à l'heure, mais je vais vous donner quelques exemples concrets. Un tout petit enfant qui travaille, il fait le travail domestique. C'est déjà un travail très dangereux. On ne dit pas que les enfants ne doivent pas faire un travail socialisant. Mais un enfant qui est là et qui fait un travail et qui ne va pas à l'école, c'est déjà un truc qui est très dangereux. Prenons les enfants que l'on trouve chez les mécaniciens. Vous savez, il y a plusieurs acides ou des toxiques dans les véhicules. Prenons le cas même de la batterie. Un enfant qui s'amuse beaucoup, qui est en contact très souvent avec des batteries, attrape des maladies. Des enfants qui prennent de l'eau de chat. Vous voyez dans la rue des menuisiers qui font transporter des planches, de longues planches, à des enfants sur des mètres parce qu'ils ne veulent pas juste prendre un zémilian ou quelque chose pour transporter. Ce sont les enfants qui les transportent. Ce sont des travaux dangereux. Vous prenez les enfants dans certaines localités où il y a des grands fleuves. Même à Lomé ici, c'est des tout petits enfants que vous trouvez dans la mer, qui vont dans la mer pour tirer les filets. Parce que des fois, les filets s'accrochent à des choses et les adultes ne veulent pas aller. Ce sont les enfants qui vont en profondeur, par exemple, de la mer pour tirer les filets, pour aider les pêcheurs. Ça, c'est des travaux très dangereux. Dans les champs où on utilise les pepsides, ça, c'est des choses qui nuisent à la santé de l'enfant. L'enfant qui transporte des charges, lorsque, par exemple, en période de cueillette, vous voyez des grands sacs, des tout petits enfants, des enfants de 8 ou de 10 ans qui transportent des paniers de cacao, de café pour emmener quelque part pour sécher. Ça, ce sont des travaux très dangereux pour les enfants. Il y en a un certain nombre que je ne peux pas énumérer aussi, mais voilà ce que nous voyons le plus. Vous voyez des enfants qui conduisent des bœufs. Les tout petits enfants de 15 ans qui conduisent 10, 15, 20, 30 bœufs. Pour les diriger, cet enfant peut être, par exemple, mordu par un serpent. Ça, il y a plusieurs trucs qu'on peut vous dire qui sont nombreux. Je n'ai pas la liste devant moi, mais c'est l'une des plus fréquents qu'on a l'habitude de voir dans notre pays, que j'ai essayé de vous dire qui constituent des... Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ça, je tiens à vous dire. Toutefois qu'il y a
une situation de dangerosité dans le travail, c'est que le travail me devient dangereux. D'abord, dangereux pour l'adulte, pourquoi pas pour un petit enfant. Alors, comment mettre la différence entre le travail, vous avez parlé tout à l'heure du travail socialisant et le travail dont vous luttez contre aujourd'hui. Si tu dis à ton enfant de balayer sa chambre, tu dis à un enfant de cirer les chaussures une fois passant pour son père, je ne crois pas que ça, quelqu'un peut dire. De faire la vaisselle. De faire la vaisselle, c'est qu'on leur apprend. On ne dit pas de rendre les enfants paresseux ou nuls. Non, c'est pour leur propre avenir. Ce qui peut l'emmener à être éduqué. Mais lorsque l'enfant fait quelque chose, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas être soigné. Vous voyez certains enfants de 15 ans, vous croyez qu'il a 8 ans. Ça veut dire qu'il était sous le poids des charges du travail qui fait que cet enfant aujourd'hui a tous les problèmes possibles de la vie. Tout ce qui empêche l'enfant d'aller à l'école, de se soigner, d'être libre, d'avoir aussi la possibilité de s'amuser, constitue un travail très dangereux parce que cet enfant s'occupe de quelque chose qu'il fait à des heures que mon propre enfant ne le fera jamais. Ça, c'est des choses que nous disons qu'il faut faire une différence entre ce que l'enfant peut faire et qui n'est pas un danger, un handicap pour lui, qui n'a en fait en rien sa santé, ou le fait d'aller à l'école, ça, l'enfant peut le faire. Si j'envoie mon enfant juste m'acheter colicot, on ne peut pas dire que c'est... Mais par exemple, si je fais envoyer un enfant, qui va transporter, qui va aller chercher de l'eau? L'eau, c'est 1 litre. 1 litre, c'est 1 kilo. Un seau d'eau, ça fait à peu près déjà 15 litres. Ça fait 15 kilos. Mais si on dit à un enfant de 8 ans, de 10 ans, de transporter de l'eau, un seau d'eau, on fait transporter à cet enfant 15 kilos. On ne se rend pas compte. J'ai l'habitude de donner comme exemple beaucoup plus les cartons d'eau, les eaux vitales, etc. Les eaux en bouteille. Les eaux en bouteille, ça fait 1,5 litre, ça fait 1,5 kg, plus le poids de la bouteille, fois 12. Ça fait à peu près 18 à 20 kilos. Lorsque tu dis à un enfant, va me chercher un carton d'eau dans la boutique, l'enfant est en train de transporter 20 kilos. On ne se rend pas compte. Si on ajoute le poids du carton, ça fait à peu près 21 kilos. Alors qu'il y a le BIT et la communauté internationale ont mis en place le kilo que peut transporter chaque enfant. Et il y a des kilos, je n'ai pas la liste devant moi pour vous dire exactement, mais déjà je vous donne un simple exemple que les gens croient que l'enfant n'arrive pas à transporter un carton d'eau, mais au fond, cet enfant est en train de transporter 20 kilos ou un paquet de ciment. Avec la crise sanitaire, les écoles sont fermées, les enfants se retrouvent à la maison. Un parent qui demande à son enfant de vendre de l'arachide, des mangues ou bien des oranges au bord de la route, est-ce que c'est soumettre l'enfant à un travail forcé ou bien à un travail dangereux? Non, puisque l'enfant même peut faire ça pour son propre profit. Ce n'est pas tout qu'on doit reprocher aux parents. Parce que c'est ça que la maman fait et ça leur rapporte. Si la maman est partie à midi pour préparer à cet enfant pour manger et dira à l'enfant de rester pour garder ce qu'elle vend, et si quelqu'un vient acheter, il l'appelle, on ne peut pas dire que ça c'est un travail dangereux. D'abord, les enfants sont effectivement en vacances. Et il faut chercher quelque chose quand même pour les intéresser à rester beaucoup plus à la maison que d'aller vadrouiller. Parce que c'est plus dangereux de laisser un enfant aller jouer avec ses collègues dans la rue, alors qu'on parle de distanciation. Si l'enfant reste à côté d'une marchandise de sa mère, ça, je ne crois pas que nous puissions critiquer cela. C'est même une meilleure manière de garder l'enfant tranquille, de le protéger. Mais si vous laissez l'enfant vadrouiller, vous l'exposez même à cette maladie. Et ça, c'est encore plus dangereux. On ne peut pas dire ça, je le dis franchement. Dire à un enfant de rester au bord de l'étalage, à côté de l'étalage de sa mère,
ce n'est pas un problème. Mais envoyer l'enfant, par exemple, vendre au niveau des feux rouges, etc., c'est dangereux. Parce que la manière dont l'enfant va traverser la rue, vous savez comment les gens conduisent les motos aujourd'hui dans notre pays, les accidents fréquents, ça c'est très dangereux. Je ne peux pas conseiller un parent de donner des choses à un enfant pour se promener, pour aller vendre et surtout de rester au bord des feux rouges. Et le danger même des fois, imaginez que l'on mette de l'arachide sur la tête d'un enfant. Et l'enfant doit se promener dans un quartier et faire peut-être 20 km sans s'en rendre compte. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas conseiller à un parent parce que l'enfant ne va pas à l'école aujourd'hui. Donc, on peut mettre le savon, on peut mettre l'arachide, on peut mettre toutes autres choses sur sa tête pour lui dire de faire le tour de la ville et de vendre. Ça, c'est très dangereux et je crois que nous devons décourager cela. Mais si l'enfant accompagne son parent pour vendre ses produits de première nécessité. Est-ce que l'enfant est obligé de faire ce tour-là avec ses parents? Non. C'est ça aussi la situation de l'Afrique. On est des fois devant un dilemme. Imaginez, la maman n'a personne à la maison pour garder l'enfant. Nous sommes des fois, quand nous faisons nos sensibilisations, nous regardons la situation, l'environnement. Nous n'avons pas de structure. Et ça aussi, c'est la responsabilité. Des structures d'accueil, de prise en charge pour quelques heures. Comme aujourd'hui, il y en a, mais c'est pour les riches. Ce n'est pas pour la bonne femme qui vend du haricot, qui vend quelque chose, qui peut emmener son enfant dans ses crèches, pour garder. Mais l'État peut créer, en toute honnêteté, l'État peut créer ce genre de choses. Et je crois que ça aussi, c'est du ressort du gouvernement. Et il y a beaucoup plus des ministères, surtout des ministères des Affaires sociales, qui s'occupent de la protection des enfants. Et ça, c'est des réflexions qu'on doit faire. C'est de voir avec les organisations internationales si cela est possible. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation, comme je l'ai dit, si les samedis, on peut le dire, même si on ne parle pas de cette pandémie, les samedis, lorsque la maman veut aller faire ses courses et qu'elle ne sait où mettre son enfant, c'est très dangereux. Donc c'est là où elle est obligée des fois de mettre un petit truc sur la tête de l'enfant et de lui dire accompagne-moi, etc. Bon, comment on peut l'accuser? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à tort? Elle a jugé que la meilleure manière de protéger son enfant, parce que si vous le dites, est-ce que j'ai la possibilité moi-même de retirer cet enfant, de le placer quelque part et de payer? C'est là le dilemme des fois quand nous faisons notre sensibilisation. Je me rappelle un jour, quand on parlait du travail des enfants, un enfant m'a demandé, monsieur Mali, entre rester au village, rester dans la ZVT, rester à la disposition des jeunes garçons pour qu'on me viole, ou me mettre à la drogue, ou si je viens à Lomé pour chercher du travail, lequel tu acceptes? C'est une jeune fille qui vous a posé la question? Vraiment, je vous dis une jeune fille de 15 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je réfléchis à ça, je n'ai pas encore de réponse. Si j'ai une réponse, c'est que l'État, alors je retourne encore vers l'État. Vers le gouvernement. Que le gouvernement doit mettre des structures qui permettent que les enfants qui sont éjectés du système éducatif ou les enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, qu'à cet âge-là, qu'il y ait une disposition qui les prenne en charge peut-être pour leur formation professionnelle. Il faut que l'État crée des instituts de formation qui permettent à ceux qui sont jetés du système, c'est-à-dire parce qu'ils ne réussissent pas et qu'on les a vite fait sortir de l'école, ou ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, de pouvoir aller dans ces infrastructures. Parce que sinon, la question que l'enfant m'a posée reste et demeure. Et j'ai cru entre-temps que c'est quelqu'un qui lui a dit ça, mais non. Après, quand j'ai repris l'enfant, elle m'a répété la même chose en me disant que c'est elle-même. Lorsqu'on parlait que les enfants ne doivent pas travailler. Et c'est là où l'idée lui est venue, c'est ce qui se passe dans le village. Elle va se lever, elle ne va rien faire. Il y a des viols, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent de façon négative. Et est-ce qu'il faut qu'elle reste là-bas? Alors que si elle pense que s'il migre vers la ville de Lomé, c'est vrai, elle oublie aussi les conséquences qui l'attendent.
dans la ville de Lomé. Il y a le viol qui peut revenir. Dans la capitale. Voilà, il y a l'exploitation qui peut revenir, il y a le trafic aussi qui peut revenir, mais elle a quand même posé une question, et c'est là où je dis, effectivement, ce n'est pas une ONG comme la WAO de répondre, mais c'est au gouvernement de répondre vraiment à la question que l'enfant m'a posée. Quel est le rôle donc de l'action sociale dans la lutte aujourd'hui? Ils font de leur mieux. Je les ai vus tout récemment distribuer des vivres à des enfants. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, parce que j'ai l'impression, sincèrement, je préfère encore le dire, comme si les affaires sociales n'ont pas été beaucoup associées dans cette période de pandémie. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens, parce que d'autres ministères ont pris carrément le travail social. Ça, je le dis, et c'est mon avis personnel, c'est le constat que j'ai fait. J'ai l'impression que les affaires sociales n'ont pas été suffisamment associées à cette problématique, dans la mesure où je n'ai pas vu beaucoup d'actions du gouvernement, et même du comité, vis-à-vis des enfants, surtout des enfants vulnérables, les enfants travailleurs, qu'on me dise réellement l'action du comité. Lorsque la situation qui prévaut aujourd'hui, elle n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi sociale. Elle n'est pas seulement sanitaire, mais j'ai l'impression comme si on a pris le problème à un niveau seulement, si c'est la santé qu'on voit, mais on ne voit pas le côté social. C'est vrai, on me dira que le Novici est un programme social, mais peut-être dans le passé, ça aurait été le ministère des Affaires sociales qui maîtrise, qui a un personnel suffisant pour faire ce travail. Bon, je ne veux pas me mettre dans... Je ne connais pas les méandres de l'administration togolaise, mais moi, j'ai une conviction que le ministère des Affaires sociales n'a pas été suffisamment associé dans le comité. Je me demande même s'ils ont un représentant. Est-ce que vous avez interpellé le ministère sur ce point, ou bien le comité même sur ce point? Je crois que nous-mêmes, en tant qu'OAONO, un groupe d'organisations, même les ONG, la preuve, c'est que nous n'avons pas été associés. Il n'y a pas d'ONG que vous trouvez dans le comité. Or, nous pourrons être là pour les conseiller, pour apporter un appui technique, pour dire il y a telle catégorie de personnes, il y a telle catégorie d'enfants, parce que nous, on représente une grande majorité des sans-voix. Mais je sais, le ministère de la Santé ne peut pas avoir, par exemple, tous les contours de problèmes sociaux du pays. Et même le ministère du Développement à la base ne peut pas avoir tous les contours. Et je crois qu'il fallait vraiment sincèrement que le ministère des Affaires sociales soit associé. Peut-être c'est un oubli. Peut-être pour moi, je le dis que c'est un oubli, parce que moi, à moins que jusque-là, ce problème a été résolu. Mais je ne sais pas comment le personnel, le ministère des Affaires sociales lui-même réagit vis-à-vis de... Est-ce que le social est une priorité, selon vous? Normalement, le social est une priorité dans tout pays du monde. Dans les actions du gouvernement? Oui, je veux dire, ils vous diront carrément que le fait d'avoir dit qu'on ne paie pas telle chose, que l'électricité est diminuée, que telle chose est diminuée, etc., etc., et que ça va réagir sur les populations. Mais moi, je continue à dire que mes groupes, les groupes pour lesquels je travaille, les groupes vulnérables, les enfants, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été pris sincèrement en compte dans cette histoire. On me dira, si on aide les parents, que c'est les enfants qu'on aide. Mais sincèrement parlant, je veux y croire, mais je n'y crois pas beaucoup. Alors, parlons des pires formes de travail des enfants. Aujourd'hui, quels sont les risques importants en matière de santé et de sécurité sur les enfants? Ça, c'est quelque chose aussi qui est parent pauvre dans la protection des enfants. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut donner... Il y a les structures de protection des enfants, les mécanismes, tout ça là existe dans notre pays. Mais ce qui manque, c'est les moyens, surtout les moyens financiers. Même des fois, les ressources humaines manquent. Comme on ne recrute plus suffisamment, donc c'est un ministère régalien, c'est des ministères qui sont en charge surtout des problèmes sociaux. J'ai l'impression qu'un peu partout dans le monde, on préfère
mettre l'argent dans d'autres domaines que dans le domaine du social. Et ça aussi, c'est une des erreurs de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, parce que je n'aime pas beaucoup critiquer les régimes, parce que des fois, ils sont aussi sous pression, parce qu'on leur dicte ce qu'il faut faire. Alors que ceux qui dictent cela sont dans des chambres climatisées à New York, etc. Ils ne voient pas la situation sur le terrain. On a demandé à des gouvernements de faire des coupes sur les budgets sociaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, vous voyez, c'est ça aussi la situation qui prévaut dans nos pays et qui font que des fois, on a l'impression que les administrés, les autorités ne veulent pas faire du social. Non, ils veulent, mais il faut avoir les moyens. Voilà. Si un enfant travaille dans une plantation et autres, ou bien au marché, un enfant portefeuille, ou bien un enfant qui est domestique aujourd'hui, quels sont les risques que cet enfant encourt en matière de santé pour l'enfant lui-même et sur le plan sécuritaire? Si l'enfant, d'abord, travaille à des heures, l'enfant n'a pas de repos. Prenez un enfant qui se lève à 4 heures du matin. Déjà, il a un problème de santé. Il se lève à 4 heures du matin, il se couche peut-être à 23 heures. Et il travaille toute la journée sans repos. Quand lui, il est malade, on lui conseille de prendre des infusions. Et en prenant des infusions qui ne sont pas bien contrôlées, cet enfant peut attraper d'autres maladies. Les reins, le problème de foie, etc. C'est des risques qu'encourent ces enfants. Et surtout, quand je prends l'exemple des enfants qui sont dans les champs, où on utilise des pesticides qui sont très dangereux pour la santé. Imagine l'adulte lui-même qui le fait. Et quand l'enfant le fait sans avoir des masques, et ça c'est très dangereux pour cet enfant d'être en contact avec des produits chimiques sans être suffisamment protégé. Même si il est protégé par le nez, il ne le respire pas, même sur son propre corps. Et vous savez, dans les champs, il y a certaines herbes qui sont très dangereuses. Lorsque vous êtes en contact avec eux, vous avez des maladies. Vous grattez le corps, etc., etc. Donc, c'est une situation très dangereuse. Et je crois que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire comprendre aux parents ou à ceux qui demandent à ces enfants de venir les aider dans leur champ, de ne pas le faire. Parce que l'enfant est exposé à des dangers imminents aussi bien pour son corps. Même le parent, si l'enfant est malade aujourd'hui, le parent doit dépenser de l'argent pour le traiter. Il gagne combien et il va dépenser combien pour se soigner. Le travail des enfants a baissé de 94 millions depuis l'an 2000. Aujourd'hui, cet acquis est menacé par la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment sauvegarder, on va dire, ce que vous avez pu récolter comme avantage dans votre lutte? Oui, je crois que ce n'est pas à nous seuls, c'est d'abord les grandes organisations, les bailleurs qui donnent les moyens pour lutter contre, doivent d'abord suffisamment redonner de l'argent. Ce que je crains d'abord de nos jours, c'est que on ne donne plus suffisamment de sous pour la lutte contre le travail des enfants. Même la banque, je dis la Banque mondiale, le BIT en manque. Le Bureau international Le Bureau international, ces programmes de lutte contre le travail des enfants ont pratiquement diminué. La preuve, c'est que même au Togo, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a une présence du BIT IPEC au Togo. Donc, c'est que nous devons remobiliser les gens. Parce que aujourd'hui, on a l'impression que les fonds sont allés vers le sida, vers la tuberculose et vers l'environnement. Je dis à la COVID-19. Et aussi vers la COVID-19. Mais la question est la suivante. C'est quoi l'avenir de nos continents? L'avenir de nos pays? C'est les jeunes, c'est les enfants. Et s'il n'y a pas d'efforts aujourd'hui pour protéger cette catégorie d'enfants, que nous allons perdre si on ne revoit pas suffisamment la situation du monde aujourd'hui, parce que là où vont les fonds, je ne dis pas qu'on ne lutte pas contre le sida, je ne dis pas qu'on ne lutte pas contre la tuberculose, je ne dis pas qu'on ne lutte pas contre le palu, mais c'est qu'il faut savoir partager les fonds pour que chaque situation ait les moyens nécessaires.
pour que nous puissions vraiment participer un petit soit peu dans la lutte contre, surtout pour la réduction de ce phénomène du travail des enfants. Faut-il toujours à faire en sorte que, c'est surtout moi les parents, il faut que nos États fassent qu'il n'y ait plus de chômeurs. Parce que c'est parmi les chômeurs qu'on retrouve leurs enfants vraiment dans la situation de travail. Donc, les gouvernements doivent accroître le travail, favoriser les entreprises pour que les entreprises privées aussi recrutent les parents, pour que les parents puissent prendre en charge leurs enfants. Je ne crois pas que vous et moi, nos enfants seront en train de travailler. Même si notre situation n'est pas meilleure, est-il que le peu que nous avons nous permet d'entretenir nos enfants. Mais lorsque nous entrons dans le chômage, il n'y a pas de raison que nous envoyons nos enfants sur le marché du travail. Faut-il toujours attendre les fonds externes pour mener des luttes? Non, je n'y crois pas. Puisque vous avez parlé tout à l'heure des fonds qui n'arrivent plus, qui sont tournés vers d'autres domaines. Non, ça, c'est un fruit. Il faut qu'il y ait une solidarité mondiale. Ça, je le dis toujours. Je ne dis pas que nous soyons en Afrique comme des quémandeurs, mais c'est qu'il y a une situation de solidarité mondiale pour aider d'abord nos pays. Et je sais que si nos pays sont bien aidés et que les fonds qu'on leur donne sont bien gérés, ils feront le travail suffisamment pour que l'on puisse créer les entreprises dont j'ai parlé, pour que les entreprises se maintiennent quand le gouvernement paye, par exemple, leur dette vis-à-vis des entreprises privées, la dette intérieure, si le gouvernement le paye bien aux entreprises, je crois que les entreprises vont recruter, et quand on recrute des gens, les gens vont suffisamment avoir de moyens pour pouvoir prendre en charge leurs enfants. Merci beaucoup, Cléophas Mali, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de OAO Afrique. Ainsi s'achève et nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Edwige Apedo, mise en ligne Rémi Hunkbati. À très bientôt.